Une colonne avance, puis se fige net, comme si deux chiffres, plusieurs jours d'ombre et une seule nuit décisive avaient soudain inversé la logique du terrain observé. Plus le mouvement semblait invisible, plus la surveillance burkinabé resserrée révélait une vulnérabilité inattendue, jusqu'à transformer un simple déplacement en paradoxe opérationnel pleinement visible. Que devient alors pour chacun le moment où Ibrahim Traoré retourne une progression clandestine en démonstration ouverte de souveraineté sans un seul tir? Ce basculement bref mais décisif suffit à reconfigurer un équilibre politique entier aujourd'hui. Ce récit promet une lecture méthodique d'un enchaînement très simple. Plusieurs jours d'irrégularité radio, une seule nuit de basculement, puis la mise en exposition silencieuse d'un convoi immobilisé afin de comprendre comment un acte sans tir peut néanmoins réordonner la perception du pouvoir. Le bénéfice central pour le spectateur est clair. Une grille de lecture précise, 10 à 12 mots, permettant de décoder pourquoi un mouvement supposé discret devient soudain un signal politique visible. L'enjeu dépasse en effet l'incident technique. Lorsque la surveillance burkinabé resserre son attention sur des motifs thermiques et des trajectoires hors route déclarées, c'est tout l'équilibre du Sahel qui se trouve réévalué. Rien n'a été tiré, mais tout s'est recomposé autour de la manière dont les données ont été observées, vérifiées, puis alignées au moment opportun. Comme une micro-question en filigrane, on peut se demander si une opération arme sans bruit suffit à renverser une certitude ancienne et ce qu'elle laisse présager pour la suite du débat. Une première révélation apparaît dans la structure même du récit. En plusieurs jours d'irrégularité radio, les opérateurs burkinabés voient un motif se former là où, jusqu'alors, la routine n'offrait aucun signal notable. La seconde révélation surgit lorsque, en une nuit, ce motif se transforme soudain en immobilisation visible d'un convoi occidental soigneusement resté hors des routes déclarées. À partir de là, la chaîne causale se resserre. Les anomalies radio ne sont plus perçues comme des accidents isolés. Elles deviennent la première brique d'un schéma opératoire. Leur répétition élargit l'hypothèse d'un simple hasard et installe la nécessité d'une veille patiente. Parallèlement, les signatures thermiques relevées dans des zones peu fréquentées renforcent l'idée qu'un déplacement significatif cherche à éviter la lumière. Ce ne sont pas des éclats spectaculaires, mais des indices faibles qui refusent de disparaître et que les équipes recoupent jour après jour. C'est dans cette accumulation méthodique que le récit franchit un seuil. Les trajectoires observées ne se contentent pas d'emprunter des couloirs secondaires. Elles contournent les villages, évitent les postes de contrôle et tracent une route parallèle au trafic déclaré. Le comment prend nettement le pas sur le qui. L'intention demeure indémontrable, mais la logique du mouvement devient lisible. L'ombre cesse d'être un voile protecteur, elle devient un risque calculé. Dans cette séquence, Ibrahim Traoré n'intervient pas par une déclaration immédiate. Sa position s'exprime plutôt par un tempo. Observer d'abord, resserrer l'analyse ensuite, puis n'agir qu'au moment où la cohérence des signaux ne laisse plus place à l'hésitation. Ce choix renforce la lecture d'un état qui privilégie la méthode à la réaction impulsive. L'encerclement, lorsqu'il se produit, surprend par son absence de chaos. Les véhicules apparaissent alignés, propres, immobilisés comme sous une contrainte silencieuse. Cette sobriété change l'échelle de l'événement. Ce qui aurait pu demeurer un incident technique devient, par la combinaison du temps long et de la nuit décisive, un test grandeur nature de souveraineté observé par les chancelleries et amplifié par la circulation rapide des images. Le récit s'éclaire davantage lorsqu'il se transpose dans les regards de ceux qui, sans titre officiel,
deviennent les premiers témoins d'une opération conduite sans fracas. Un commerçant de la périphérie, réveillé avant l'aube, décrit des véhicules locaux avançant en silence, comme sur une carte invisible. Il ne signale ni panique ni agitation. Ce qui le frappe, dit-il, c'est la précision des trajectoires et le calme qui les accompagne, comme si chaque minute avait été anticipée. Un second témoin, technicien, chargé d'examiner au matin les images des blindés immobilisés, insiste sur l'absence totale de désordre. Pas de traces de lutte, pas de dispersion. La scène lui apparaît presque propre, comme si le but avait été d'arrêter sans provoquer. Cette sobriété, dit-il, est plus parlante que n'importe quel affrontement. Elle suggère une action pensée, séquencée et exécutée pour neutraliser plutôt que pour exposer la force brute. À travers ces deux regards, les premières retombées deviennent perceptibles. Les rues s'animent non par peur, mais par une forme de regain de confiance. Les conversations locales ne cherchent ni héros ni spectacle. Elles soulignent que le contrôle du terrain peut s'exprimer sans tir. C'est dans cette atmosphère qu'apparaît la retenue d'Ibrahim Traoré, dont le silence initial agit comme un cadre. Laisser les faits ordonner la lecture avant la parole politique. Ce déplacement du ressenti public, de l'inquiétude diffuse vers une vigilance confiante, donne à l'épisode une profondeur inattendue. En définitive, on peut dire qu'une maîtrise calme transforme un signe faible en preuve. L'activation commence discrètement. Une irrégularité radio apparaît puis revient. Les opérateurs notent ce retour inhabituel. Rien de spectaculaire, mais un signe qui insiste. Chaque reprise confirme qu'il ne s'agit plus d'un bruit isolé. Pendant plusieurs jours, le même type d'écart résonne dans les relevés. L'attention se resserre. Les équipes comparent, recoupent, stabilisent le motif. Le terrain reste calme, pourtant les données s'empilent, donnant corps à une hypothèse que personne ne peut encore nommer. En parallèle, d'autres indices se greffent. Des schémas thermiques irréguliers émergent dans des zones peu fréquentées. Ils ne décrivent pas un chaos nocturne. Ils dessinent plutôt un passage, une circulation lente et méthodique cherchant à éviter les routes déclarées. Les zones traversées rappellent des marges, hors trajet officiel, loin des villages, à distance des postes de contrôle. Cette addition d'indices ne prouve rien, mais elle rend visible une logique. Une colonne essaie de glisser dans un espace qui, jusque-là, permettait l'opacité. La montée vers le climax se joue dans cette patience. Les opérateurs, avertis des signaux convergents, affinent le suivi. Les trajectoires observées évitent systématiquement les axes habituels. Chaque détour, répété plusieurs fois, renforce l'idée d'un mouvement structuré. Il n'y a toujours aucun tir, aucun face-à-face, aucun incident ouvert. Mais l'ombre se fissure. Les unités burkinabées, placées en position après plusieurs jours de veille, resserrent progressivement le dispositif. La décision d'agir n'est pas précipitée. Elle découle de la cohérence des indices. Le climax survient lorsque la colonne approche d'une zone frontière. Le déplacement reste discret, mais la marge pour rester invisible se réduit. Les blindés occidentaux avançant sans sirène, persuadés que l'opacité nocturne continue de les protéger. Pourtant, le cercle se ferme. Les unités locales encadrent la progression, coupant les issues sans provoquer la confrontation. Aucun tir ne marque ce moment. Aucun choc n'éclate. Les véhicules s'arrêtent net, comme immobilisés par une contrainte silencieuse. Le contraste est saisissant. La puissance technique attendue ne produit aucun effet connu. L'opération impose une signature entièrement différente, neutraliser plutôt que détruire. Cette absence totale de chaos devient le cœur du climax. Elle montre que la force n'était pas le levier, c'était l'anticipation, c'était la méthode. L'encerclement propre, sans débris, sans désordre, renverse l'équilibre narratif. Le terrain appartient à ceux qui ont observé plus longtemps. Ici, la retenue d'Ibrahim Traoré donne la couleur de l'ensemble,
une démonstration silencieuse où la parole vient après les faits. La rémanence s'installe dès l'aube. Les images circulent rapidement. Leur diffusion rapide transforme un épisode discret en événement politique. Les rues de Ouagadougou s'animent. La population ne réagit pas par peur. Elle réagit à la visibilité nouvelle d'un acte mené sans escalade. Les frontières cessent d'être un concept abstrait. Elles deviennent un espace où les signaux, même faibles, peuvent être interceptés et retournés. Du côté occidental, des récits alternatifs apparaissent. Certains parlent d'erreurs logistiques, d'autres évoquent une dérive administrative. Mais ces explications peinent à s'imposer face à la cohérence de la séquence. Plusieurs jours d'observation, une nuit d'action, zéro tir. Cette rémanence marque durablement la mémoire collective. Elle donne au Sahel un repère. La souveraineté peut s'exprimer sans bruit. La ligne de base repose sur une durée précise, plusieurs jours d'irrégularités radio observées alors que la routine n'indiquait aucun signe notable. Cette première mesure montre que la veille n'a pas été improvisée, mais prolongée avec méthode. Elle révèle un suivi patient construit pour transformer un bruit faible en signal exploitable. Les opérateurs reviennent au même relevé, comparent les motifs, puis consolident l'idée d'un schéma récurrent. Rien n'est encore visible sur le terrain, mais la donnée brute s'accumule. Le temps long devient un outil d'analyse. Le delta apparaît lorsqu'en une nuit, le motif bascule d'une hypothèse discrète vers une immobilisation parfaitement tangible d'un convoi occidental. Ce renversement soudain traduit la précision du tempo choisi. Il souligne une action calibrée visant l'impact maximum sans escalade visible. La vitesse relative, lenteur de la veille, rapidité de l'action forment une signature opérationnelle. La nuit n'est pas seulement un décor, elle est une fenêtre où l'observation devient décision. Les blindés, jusque-là confiants dans l'opacité des couloirs nocturnes, se retrouvent arrêtés net. La troisième mesure est la plus tranchante. Zéro tir. Cette valeur n'est pas une absence vide. Elle constitue un indicateur stratégique. Elle indique une maîtrise du terrain conçue pour neutraliser sans déclencher de confrontation directe. Dans le débat régional, ce zéro agit comme un argument difficile à contourner. Il réduit l'espace des interprétations. Il oriente la lecture vers une logique où la force n'est pas démontrée par la destruction, mais par la capacité à contenir. L'immobilisation propre, sans trace de lutte, renforce encore cette cohérence. À partir de ces trois mesures, la chaîne analytique se clarifie. Les plusieurs jours donnent la base méthodologique. La nuit unique constitue le point de bascule. Le zéro tir forme la signature d'ensemble. Rien dans ce triptyque ne dépend d'une narration héroïque. Tout repose sur des données observées, fixées, puis synchronisées pour produire une séquence compréhensible. C'est dans cette architecture que s'inscrit la posture d'Ibrahim Traoré. Il ne transforme pas les chiffres en slogans. Il laisse les faits s'exprimer dans un ordre qui parle de lui-même. Veille prolongée, intervention courte, exposition contrôlée. Sa retenue devient une partie du cadre analytique. Elle dit que la souveraineté peut se construire par la preuve plutôt que par la proclamation. L'absence de surenchère verbalise en creux une intention, montrer que la méthode suffit. Les trois repères chiffrés influencent également la perception diplomatique. Les chancelleries, confrontées à une séquence structurée par des éléments mesurables, peinent à réduire l'épisode à une anomalie accidentelle. Les explications alternatives, retard administratif, itinéraire mal déclaré, erreur de coordination, se heurtent à ce rythme tripartite trop cohérent pour être écarté. À mesure que les images circulent, les données acquièrent un poids de politique. Pour les observateurs régionaux, ce sont ces mesures simples qui redessinent le cadre. Elles posent une règle implicite. Toute intrusion, supposée indétectable, peut désormais être lue, suivie, puis retournée.
Elles rendent visible un espace où les zones d'ombre se réduisent. Ainsi, les chiffres ne racontent pas seulement un incident, ils révèlent une méthode, et cette méthode pèse lourd. Deux lectures concurrentes s'imposent dès que les images du convoi immobilisé commencent à circuler, et chacune construit une cohérence interne qui mérite d'être examinée avec sérieux avant toute conclusion. La première lecture avance que l'incident relève d'un simple malentendu logistique, un déplacement de matériel sur un axe secondaire, mal déclaré ou mal coordonné, qui aurait dérivé sans intention particulière. Selon cette version, les zones frontalières servent parfois de couloirs techniques où les itinéraires peuvent fluctuer, et l'immobilisation finale ne serait que la conséquence d'un ensemble d'erreurs administratives accumulées. La seconde lecture, pourtant, interprète les mêmes éléments à partir d'une logique structurée. Les trajectoires nocturnes hors route déclarées, l'évitement systématique des villages, les schémas thermiques irréguliers et la répétition des anomalies radio suggèrent moins un accident qu'une progression cherchant délibérément à réduire la visibilité. Ici, l'enchaînement n'est pas présenté comme hostile, mais comme méthodique, un mouvement qui se protège derrière l'ombre, avance en minimisant les risques de détection directe et tente de conserver un couloir discret dans une zone historiquement favorable à l'opacité. Face à ces deux lectures, le Stillman exige de tester la résistance logique de chacune. L'hypothèse logistique possède un avantage. Elle ne prête aucune intention non démontrée et rappelle que la bureaucratie militaire peut produire des itinéraires incohérents. Cependant, elle se heurte à un point faible, les plusieurs jours d'irrégularité radio observées de manière répétée. Une coïncidence logistique se manifeste rarement sous forme d'un motif persistant et recoupé par différents opérateurs. L'hypothèse du mouvement structuré, de son côté, gagne en cohérence lorsqu'on considère l'ensemble des indices fournis dans la source. La progression hors route déclarée, les détours constants, les signatures thermiques dans des zones atypiques, puis l'immobilisation sans tir qui renforce l'idée d'une neutralisation anticipée plutôt que d'une surprise improvisée. Ainsi, sans attribuer d'intention hostile et sans dépasser les faits disponibles, la réponse la plus solide est celle qui s'appuie sur la régularité des signaux, un mouvement suivi, compris, puis arrêté. La nuit avait contenu l'essentiel, mais la lumière impose une réécriture immédiate du récit. Les blindés immobilisés ne sont plus seulement une opération silencieuse. Ils deviennent une exposition publique alignée, nette, impossible à minimiser. Ce geste transforme un épisode technique en moment politique. La scène, désormais visible, reconfigure l'équilibre des interprétations. Les justifications évoquant une erreur logistique perdent du terrain. L'image impose sa cohérence. Un changement d'échelle s'opère alors. La population, jusque-là maintenue dans le doute, reçoit une preuve concrète. Une intrusion supposée discrète peut être repérée, suivie, puis arrêtée sans tir. Les diplomaties, elles, comprennent qu'un précédent vient d'être créé. L'épisode cesse d'être local, il devient d'un signal régional. Dans cette séquence, la retenue d'Ibrahim Traoré amplifie l'impact. Son silence ne minimise rien. Il cadre l'interprétation et verrouille la lecture. La démonstration précède la parole. La question qui se pose désormais n'est plus que s'est-il passé, mais quelle règle vient d'être posée au Sahel? Les effets immédiats ne se limitent ni à l'image ni au moment de l'immobilisation. Ils se déploient en couches distinctes, touchant les institutions, l'activité économique, la population urbaine et l'équilibre régional. Chaque groupe lit l'épisode selon ses priorités, mais tous reconnaissent qu'un seuil vient d'être franchi. Du côté des institutions nationales, la situation se présente ainsi.
Les autorités interprètent l'opération comme une validation opérationnelle et narrative. La séquence, plusieurs jours, une nuit, zéro tir, fournit une grammaire claire. Surveiller, agir, exposer lorsque les faits deviennent indiscutables. Cette cohérence renforce la confiance interne dans les dispositifs techniques et dans la coordination des unités. La retenue d'Ibrahim Traoré, intégrée à ce rituel méthodique, stabilise la lecture institutionnelle. Ne pas surjouer, ne pas escalader, mais montrer que les frontières peuvent être défendues sans confrontation directe. Les demandes de clarification venues de capitales occidentales sont perçues comme la preuve que l'incident n'est ni mineur ni réductible à un simple accroc administratif. Sur le plan de l'activité économique et des entreprises locales, les effets se manifestent de la manière suivante. Pour les commerçants et opérateurs locaux, l'enjeu n'est pas géopolitique, il est concret. L'absence de chaos sur les axes majeurs suggère un environnement plus lisible, même temporairement. Certains voient un afflux de clients curieux, attirés par les discussions autour des images circulées. D'autres y lisent un signe, fragile mais réel, que la stabilité peut exister même dans des situations sensibles. Cette perception influence des décisions quotidiennes. Ouvrir plus tôt, réapprovisionner ou retarder une fermeture. La confiance n'est pas totale, mais elle s'améliore par petites touches, portée par l'impression que les zones d'ombre se réduisent. Pour les citoyens, au quotidien, la perception évolue de la façon suivante. L'impact psychologique est notable. L'immobilisation silencieuse transforme une inquiétude diffuse en affirmation visible d'une souveraineté maîtrisée. Les rues s'animent non par peur, mais par un regain d'assurance. La population observe que la sécurité peut s'exprimer sans violence, qu'une colonne peut être stoppée sans un seul tir. Le silence d'Ibrahim Traoré, perçu comme un choix stratégique, renforce l'idée d'un leadership préférant la méthode à la démonstration sonore. Pour de nombreux habitants, l'épisode devient un repère. La vulnérabilité n'est plus un état permanent, mais une condition qui peut être contenue. À l'échelle régionale, dans l'espace sahélien, l'épisode est perçu ainsi. À l'échelle régionale, l'épisode acquiert une portée supplémentaire. Le Mali et le Niger saluent l'opération ou la jugent nécessaire, ce qui esquisse un axe sécuritaire cohérent dans le Sahel. Les observateurs notent que la coopération transfrontalière, même informelle, peut devenir une routine. La démonstration burkinabé agit alors comme un précédent. Toute progression clandestine peut désormais être lue, suivie, puis exposée. Les mouvements externes devront composer avec un espace où la marge d'opacité diminue. Ainsi, les effets ne relèvent pas d'un simple emballement médiatique. Ils dessinent une transformation progressive des rapports de force et des perceptions. Sur l'horizon des prochains mois, l'épisode de l'immobilisation silencieuse ouvre trois trajectoires distinctes. Chacune s'appuie strictement sur les mécanismes décrits dans le récit. Observation prolongée, action courte, exposition publique. Aucun scénario ne dépend d'intentions attribuées. Tous reposent sur les dynamiques déjà visibles. Dans un premier scénario, qui correspond à un scénario de base de stabilisation prudente, la trajectoire se présente ainsi. Dans cette trajectoire, les capitales occidentales maintiennent des demandes de clarification tout en évitant l'escalade politique. Les versions publiques insistent sur l'hypothèse d'un déplacement accidentel et cherchent à réduire la portée géopolitique de l'épisode. Sur le terrain, les autorités burkinabées renforcent la surveillance radio et thermique afin d'éviter une répétition du schéma. La population, bien que marquée, retrouve une routine plus stable. L'épisode demeure un repère, mais n'alimente ni tension continue ni emballement. Dans un deuxième scénario, plus optimiste et marqué par une coordination consolidée, les choses se déroulent ainsi. Dans cette option, l'incident agit comme un catalyseur. Le Mali
et le Niger transforment leur soutien verbal en procédures concrètes. Partage systématique d'indices faibles, synchronisation des veilles transfrontalières, circulation accélérée d'analyses techniques. Les partenaires extérieurs, confrontés à un précédent difficile à minimiser, ajustent leurs méthodes d'intervention vers davantage de transparence. La population, moins centrée sur l'émotion immédiate, adopte une exigence nouvelle: demander de la clarté dans la communication publique. Le dispositif régional gagne en cohérence. Dans un troisième scénario, plus défavorable et marqué par un durcissement narratif, les interprétations contradictoires se renforcent. Certaines puissances extérieures, adoptant un ton plus ferme, multiplient les signaux politiques ou réajustent leur déploiement. Les réseaux sociaux amplifient les divergences, rendant chaque irrégularité potentiellement explosive. À l'intérieur, la pression sur les institutions croît, la moindre anomalie est perçue comme une possible intrusion et le risque de surréaction augmente. L'espace diplomatique se rétrécit tandis que la confiance publique se fragmente. En termes de méthode, une recommandation se dessine clairement. Plutôt que de chercher qui a gagné dans l'épisode, il est plus pertinent d'observer la séquence. Repérer la structure, comprendre la méthode, mesurer les réactions. C'est dans cet enchaînement, veille, intervention, exposition, que se joue réellement l'évolution des mois à venir. L'épisode des blindés immobilisés paraît, à première vue, inscrit dans un cadre strictement opérationnel. Pourtant, sa résonance gagne des sphères qui n'appartiennent ni aux chancelleries ni aux états-majors. Trois groupes de spectateurs en tirent des lectures différentes, chacun filtrant les images et les récits selon ses propres attentes. Pour une partie de la jeunesse urbaine, l'épisode est perçu de la manière suivante. Pour une partie des jeunes des grandes villes, l'image du convoi arrêté sans tir fonctionne comme une validation émotionnelle. Elle confirme l'idée qu'un territoire peut reprendre la maîtrise de son récit. Les discussions ne portent pas seulement sur la scène elle-même, mais sur ce qu'elle symbolise. Un pouvoir capable d'agir sans se laisser entraîner dans l'escalade. Cette interprétation nourrit une forme de confiance encore fragile mais réelle. Du point de vue des commerçantes et des petites activités, la lecture est différente. Les acteurs économiques de proximité regardent l'épisode à travers un prisme plus pragmatique. Ils ne cherchent pas un symbole, mais une indication de stabilité. L'absence de chaos, la visibilité nette de l'opération et la reprise rapide du flux quotidien suggèrent un terrain plus prévisible. Pour certains, l'afflux temporaire de curieux près des grands axes représente même un léger mouvement commercial utile, sans pour autant masquer les incertitudes plus larges. Pour les observateurs régionaux et les passionnés de géopolitique, la grille de lecture se précise ainsi. Les amateurs de géopolitique et les analystes du Sahel y voient un changement de grammaire. Ce qui les frappe n'est pas l'immobilisation en soi, mais la cohérence de la séquence: observation prolongée, action rapide, exposition publique. L'épisode devient un précédent qui oblige à relire les équilibres régionaux. Pour le spectateur, deux suggestions peuvent en guider la lecture de cette séquence. Distinguer l'image de la méthode. Identifier ce qui, dans une séquence silencieuse, révèle un déplacement réel du pouvoir. Une trajectoire d'action peut être esquissée sans dépasser les éléments déjà décrits dans le récit. Elle repose sur une logique simple: observer, coordonner, exposer, puis ajuster. Chaque étape possède un acteur, un rythme et un critère de mesure. Premièrement, il s'agit d'étendre la veille technique. Les unités burkinabées chargées de l'observation poursuivent le travail amorcé lors des irrégularités radio relevées sur plusieurs jours. La tâche consiste à élargir la surveillance thermique et radio aux zones où des motifs similaires ont déjà émergé. La fréquence recommandée est hebdomadaire. L'efficacité se mesure à la régularité des rapports et à la capacité de confirmer un motif sans précipitation.
Deuxièmement, il convient de formaliser le partage des indices faibles. Les membres de l'Alliance du Sahel mettent en place un protocole commun. Transmettre les irrégularités détectées dans un délai de 24 heures. Cette circulation rapide aide à réduire les contradictions publiques. Le résultat s'évalue à la cohérence des analyses croisées et à la diminution des divergences narratives. Troisièmement, il est nécessaire d'encadrer l'exposition publique des incidents. Les autorités définissent quand et comment montrer une opération sensible. Il ne s'agit pas de dramatiser, mais de rendre visibles les faits consolidés. Le critère de mesure repose sur la clarté du récit et sur la stabilité des réactions sociales. Dans ce cadre, la retenue d'Ibrahim Traoré devient un repère méthodologique. Laisser les faits précéder la parole. Quatrièmement, il importe de réaliser un bilan trimestriel. Tous les 3 mois, institutions, analystes et acteurs économiques évaluent 3 axes: perceptions internes, cohérence diplomatique et fluidité des activités locales. Les ajustements reposent sur les tendances observées, non sur des annonces improvisées. Ainsi, la méthode devient un outil de stabilité, simple, séquencé, mesurable. Le récit revient à l'image silencieuse évoquée par le commerçant au petit matin, des véhicules avançant comme sur une carte invisible. Cette perception modeste, presque banale, apparaît désormais comme la clef de lecture de toute la séquence. Elle dit que l'opération n'a pas débuté avec l'immobilisation des blindés, mais bien plus tôt, dans cette patience discrète où chaque mouvement comptait davantage que chaque déclaration. Au matin, la scène propre, observée par le technicien, prend d'une autre résonance. Elle ne montre pas seulement la fin d'un trajet clandestin, elle révèle un déplacement intérieur. Une population qui se croyait cantonnée à l'inquiétude découvre qu'une anticipation méthodique peut devenir une force politique même sans bruit. L'ombre et la lumière cessent d'être 2 espaces séparés, elles deviennent un langage. Dans cette trajectoire, la retenue d'Ibrahim Traoré agit comme un fil conducteur. En laissant les faits parler avant les mots, il transforme la sobriété en message et le silence en cadre d'interprétation. La souveraineté peut naître d'un silence maîtrisé. Ce qui demeure, au-delà de l'épisode, est une impression durable. Les frontières ne sont plus seulement des lignes, mais des espaces où la perception peut changer en quelques heures. Le calme qui entoure l'immobilisation des blindés laisse une empreinte particulière. Il montre qu'un territoire peut s'exprimer sans éclat, par la simple mise en lumière de faits cohérents. Cette retenue, devenue image, invite à reconsidérer notre manière d'aborder les récits de puissance, non pas en cherchant l'emphase, mais en observant les séquences qui révèlent un déplacement réel du pouvoir. Dans les conversations quotidiennes, certains y voient un avertissement, d'autres un symbole, d'autres encore une invitation à mieux comprendre ce qui façonne le Sahel. Aucune de ces lectures n'est exclusive. Toutes enrichissent le débat. Partager, questionner, comparer les interprétations devient une manière de maintenir la clarté dans un espace souvent saturé de récits concurrents. L'essentiel est peut-être là, faire de la sobriété un point d'appui et de la discussion un outil commun. Alors, selon vous, cette séquence marque-t-elle un épisode isolé ou l'amorce d'une nouvelle règle du jeu?